Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il y a urgence face au chômage des jeunes. Les dirigeants européens sonnent la mobilisation générale pour tenter de répondre à la situation alarmante de millions de jeunes en Espagne, en Grèce ou encore en France. Berlin et Paris lancent une offensive commune. Beaucoup de promesses donc. Mais pour quels résultats concrets? C'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie dans la vente d'Adidas avec le placement en garde à vue de l'un des juges du tribunal arbitral, mais aussi de l'avocat de l'homme d'affaires. Et selon le Canard enchaîné à paraître demain, l'État aurait décidé, pour défendre ses intérêts, de se constituer partie civile dans ce dossier Tapie. François Hollande ne confirme ni n'infirme cette information ce soir. Le message de la ministre de la Santé se veut rassurant. Pas de situation nouvelle au regard de l'épidémie, a déclaré Marisol Touraine, après la mort d'un patient à Lille atteint du coronavirus. Les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La France et l'Allemagne, main dans la main en faveur de l'emploi des jeunes en Europe. Paris et Berlin ont annoncé aujourd'hui un plan destiné à renforcer la formation et le recrutement des jeunes dans les entreprises. Une initiative baptisée New Deal européen, clin d'œil à la nouvelle donne du président américain Roosevelt lors de la crise de 29. On voit tout cela avec Alexandra Colino. L'ambiance était bon enfant ce matin à l'Elysée entre la délégation allemande et le président Hollande. Pierre Moscovici me dit, mais c'est peut-être présomptueux, que tout le monde comprend le français ici. C'est vrai ? Car sur la table, il y avait le plan pour l'emploi des jeunes en Europe. Ce dossier doit justement marquer la reprise du dialogue franco-allemand. Au sommaire, 3 grandes lignes, l'accès au crédit pour les PME, le développement de l'alternance et la mobilité géographique. Plan que François Hollande a présenté ce matin devant les étudiants de sciences politiques. Il est en définitive la première étape, puisque vous avez voulu les définir, d'une offensive. Une offensive pour l'emploi des jeunes. Nous devons agir en urgence. 6 millions de jeunes sont au chômage en Europe. Ce plan doit être financé à hauteur de 6 milliards d'euros sur 5 ans, qui seront inscrits au budget européen. Bon, je crois qu'il faut relativiser, parce que 6 milliards d'ici 2020 pour l'ensemble de l'espace européen, ça fait en fait très peu de moyens pour chaque jeune dans chacun des pays. Donc voilà, c'est une mesure plutôt symbolique qu'autre chose. Alors c'est vrai que le seul point positif de cette affaire, c'est qu'elle semble enfin montrer qu'un dialogue franco-allemand soit renoué. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour. Si ce plan est discuté entre l'Allemagne et la France, il concerne aussi l'Italie, l'Espagne et la Grèce, où le chômage des jeunes atteint 55%. Le plan sera parachevé le 3 juillet à Berlin, lors de la réunion des ministres du Travail des 27. Voilà, et débat à suivre sur le chômage des jeunes dans la suite de ce journal. Mais d'abord, l'actualité aujourd'hui, c'est une trentaine de directeurs de prison qui ont manifesté devant le ministère de la Justice. Ils dénoncent la surpopulation des prisons et leurs mauvaises conditions de travail. Ce mouvement est très rare dans une profession tenue au devoir de réserve, signe que les griefs sont importants. Les détails avec Véronique Pagnon. Dès son arrivée place Vendôme, Christiane Taubira a été claire. Pour elle, l'incarcération n'est pas la solution unique. La garde des Sceaux a souhaité privilégier les solutions alternatives et éviter la prison ferme en cas de peine courte pour des délits. Une politique qui aurait dû désengorger les prisons, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, 67 839 personnes sont emprisonnées, un chiffre qui augmente alors qu'il n'y a toujours que 57 000 places. Les surveillants constatent depuis des années cette montée des incarcérations dans les maisons d'arrêt, là où sont purgées les peines courtes et les préventives. La surpopulation pénale engendre, on va dire, des violences, engendre un stress, engendre, on va dire, gros problèmes au sein de nos établissements parce que c'est les surveillants qui doivent gérer cette surpopulation carcérale. Des surveillants se retrouvent seuls aux étages avec 120, 130, 140 détenus. Ce que déplorent surtout les syndicats de surveillance, c'est un manque de moyens financiers pour mettre en œuvre la politique de Christiane Taubira. Jean-René Le Serre, le sénateur UMP du Nord, spécialiste des questions carcérales, dresse le même constat. Je suis assez d'accord avec la philosophie exprimée par Mme Taubira. Force est de constater que le budget 2013 n'a donné aucun moyen supplémentaire, bien au contraire. Donc il sera
essentiel, vital, qu'en 2014, il y ait des moyens pour créer des postes d'insertion et de probation qui permettront de réussir les aménagements de peine et donc de désengorger les prisons. Moins de prisons, plus de peines alternatives, la pratique ne correspond pas pour le moment à la volonté de Christiane Taubira. Les magistrats tardent à suivre ces directives. Les rebondissements se multiplient dans l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, concernant la vente d'Adidas, avec le placement en garde à vue de l'un des juges du tribunal arbitral, Pierre Estou, mais aussi de l'avocat de Bernard Tapie. Et nouvelle donne ce soir, selon le Canard enchaîné à paraître demain, l'État aurait décidé de se porter partie civile en cette affaire qui a permis, je vous le rappelle, à Bernard Tapie d'obtenir plus de 400 millions d'euros. François Hollande n'infirme ni ne confirme cette information, mais le président assure que l'État défendra toujours ses intérêts. On voit tout cela avec Alexandra Collineau. L'étau se resserre autour de Bernard Tapie. Après la mise en garde à vue de son avocat et de l'un des juges arbitres du litige avec le Crédit Lyonnais pour conflit d'intérêts, l'État n'a pas tardé à réagir. Pierre Moscovici a annoncé ce soir qu'il envisageait un recours contre la décision d'arbitrage favorable à l'homme d'affaires qui a touché 403 millions d'euros. François Hollande, de son côté, n'a pas clairement confirmé que l'État se porterait partie civile, mais a garanti que l'État défendrait toujours ses intérêts. Cette réaction intervient alors que Christine Lagarde est désormais témoin assisté dans cette affaire et donc lavée de tout soupçon. Cette journée aux multiples rebondissements a débuté par la mise en garde à vue de Maître Lantourne, l'avocat de Bernard Tapie, et de Pierre Estou, le juge déjà soupçonné d'avoir truqué le procès en faveur de Bernard Tapie. Motif, les deux hommes se connaissaient avant le procès mais n'en avaient dit mot. Tous deux avaient travaillé ensemble lors de 2 précédents arbitrages. Il y aurait donc eu conflit d'intérêts dans l'affaire Tapie. L'homme d'affaires de son côté assure rester confiant. Et sur ce sujet, la chronique économique de Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors avec ces gardes à vue de l'un des juges du tribunal arbitral et de l'avocat de Bernard Tapie, qu'est-ce que la justice cherche, Jean-Louis? Alors elle cherche à savoir si ce jugement arbitral n'est pas entaché d'irrégularité à cause d'un conflit d'intérêts, comme cela vient d'être expliqué à l'instant. Alors pour comprendre pourquoi on est arrivé à ce jugement arbitral, il faut remonter au tout début et ça montre que cette affaire est extrêmement longue. Ça remonte à 1990, lorsque M. Tapie décide de racheter Adidas. Pour diverses raisons, il se met à vendre Adidas et il confie au Crédit Lyonnais la gestion de cette opération de vente. Et lorsque le Crédit Lyonnais vend Adidas à Louis Dreyfus en 1993, Bernard Tapie est satisfait du prix qu'en a tiré le Crédit Lyonnais. Mais quand Adidas est ensuite coté à la bourse de Francfort en 1995, il s'aperçoit qu'il y a une explosion, une plus-value, une capitalisation considérable, et il démontre que le Crédit Lyonnais, dans cette affaire, a été son banquier, mais également qu'il a été partie, il a tiré une partie des plus-values de la capitalisation boursière montante, et il attaque le Crédit Lyonnais en justice, qui entre-temps est devenu le CDR parce qu'il a fait faillite, et il est géré en direct par l'État qui doit gérer la faillite de cette banque publique. Il attaque et il gagne en justice. Il gagne en première instance, il gagne en appel. En appel, la Cour d'appel condamne le Crédit Lyonnais, en fait le CDR, qui est géré en direct par l'État, à 145 millions d'indemnités pour Bernard Tapie, dont 1 euro, c'est important à préciser, de préjudice moral. 1 euro de préjudice moral. Et en cassation, cette décision de la Cour d'appel est cassée, non pas que la somme est trop forte, mais parce qu'on estime que la Cour d'appel n'a pas suffisamment argumenté cette opération. Et alors on décide en 2008, Madame Lagarde décide en 2008, parce que ça dure et ça dure et ça dure, d'aller à l'arbitrage. Et c'est cet arbitrage-là qui est aujourd'hui mis en question. Alors Jean-Louis, on apprend ce soir, selon le Canard enchaîné, à paraître demain, que l'État aurait décidé de se porter partie civile. On l'a vu dans notre sujet tout à l'heure, François Hollande n'infirme ni ne confirme cette information, mais prévient que l'État défendra toujours ses intérêts. Est-ce que l'État espère récupérer cet argent, Jean-Louis? Alors, évidemment, la Cour d'appel avait donné 145 millions à M. Tapie et l'arbitrage donne 400 millions à M. Tapie, dont, et c'est pour ça que j'ai rappelé que la Cour d'appel disait 1 euro pour préjudice moral et l'arbitrage donne 45 millions. Et c'est là où on a commencé à dire qu'il y a quand même un problème sur le volume de la somme et aussi sur le préjudice moral. Alors le problème, c'est qu'il faut donc casser
pour l'État, il faudrait pouvoir casser ce jugement arbitral, dire qu'il est entaché d'irrégularité, d'où les enquêtes qui sont actuellement menées. Le problème est le suivant. Est-ce que d'abord l'État devait-il aller vers une justice privée? Les entreprises publiques peuvent le faire, la CNCF le fait, d'autres entreprises de ce type. Mais là, il s'agissait d'une administration publique. Donc ça, c'est un premier problème. Pourquoi ensuite, Madame Lagarde a dit, bon, ben, quelle que soit la fin de jugement, je ne ferai pas de recours. Il est tout à fait possible de procéder à un recours. Mais est-ce que M. Tapie est responsable de soit l'incurie, soit l'incompétence, soit la naïveté de l'État? Est-ce que l'État peut être indemnisé pour une erreur de sa part? C'est quelque chose qui va être compliqué à démontrer. Alors il faudrait pouvoir démontrer que M. Tapie a agi en coulisses au moment où il y avait la décision du jugement arbitral et qu'il a forcé d'une certaine façon les juges à avoir une décision qui allait dans ce sens. À ce moment-là, le jugement serait cassé. Mais alors on est reparti pour une procédure judiciaire et on en reparlera, si vous le voulez bien, dans une dizaine d'années. C'est sûr, c'est un feuilleton, on en reparlera même avant, j'en suis sûre. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. Et l'on évoque à présent, dans l'actualité, la venue aujourd'hui du Premier ministre au Sénat. Jean-Marc Ayrault a défendu les grandes lignes du nouveau livre blanc de la défense qui dessine, vous le savez, notre armée de demain. Devant les sénateurs, il a rappelé la nécessité d'une véritable ambition pour la défense française, tout en soulignant l'impératif de réduction des déficits publics. Mais le Premier ministre a aussi profité de sa visite pour tenter de ressouder une majorité très versatile, le tout à quelques jours de l'examen d'un texte extrêmement sensible sur la décentralisation. Les détails avec Flora Sauvage. Séance de calinothérapie au Sénat ce matin. Jean-Marc Ayrault vient pour la 3e fois à la Haute Assemblée. 2 jours avant l'examen du projet de loi sur la décentralisation, le Premier ministre veut motiver ses troupes. Car le texte, jugé indigeste par les sénateurs, a été scindé en 3 parties, quelques jours avant son passage en Conseil des ministres. Moi, je suis très attentif à l'apport des parlementaires à travers les amendements qu'ils sont capables de produire. La seule chose qui est importante, c'est de partager une ambition. Mais quand on regarde tout ce que la décentralisation a apporté à notre pays depuis les lois des années 80, sous François Mitterrand, c'est cette dynamique qu'il faut absolument poursuivre. Pour les sénateurs socialistes, le projet de loi est lourd et confus. Le texte doit réorganiser l'action territoriale en créant une nouvelle entité administrative, la métropole. Je crois que beaucoup de gens regrettent qu'on commence par les métropoles, mais c'était le projet, la partie qui était le plus près. Mais bien entendu, tout le monde a bien compris que commencer par les métropoles et finir par le bloc communal ne veut pas dire qu'on sous-estime le bloc communal. Chez les Verts, le compte n'y est pas. À leurs yeux, il y a un risque de déposséder les régions au profit des métropoles. Les métropoles vont avoir tous les pouvoirs des communes, les pouvoirs des intercos et les pouvoirs des départements. Si on veut que le citoyen se reconnaisse dans la politique que vont mener ces métropoles, il faut bien entendu que le citoyen élise les représentants de ces métropoles. Les Verts vont proposer plus de 80 amendements, car si le texte reste en l'état, ils ne le voteront pas. Le projet de loi suscite aussi une vive opposition au sein du groupe communiste. La suite du 22h avec dans un instant le grand débat du mardi soir autour de l'offensive européenne contre le chômage des jeunes. Grande promesse, oui, mais maigre résultat pour l'instant. Alors qu'en est-il de cette nouvelle initiative franco-allemande? Nous insisterons aussi ce soir sur la situation sociale de ces jeunes avec une enquête à suivre, notre journaliste Paul Bouffard. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Sophie Normand. Le coronavirus a fait un mort en France. Le premier des 2 patients contaminés est décédé aujourd'hui à Lille. 3 semaines après la confirmation de sa pathologie et plus d'1 mois après son retour de Dubaï, lieu supposé de la contamination. Ce décès porte à 24 dans le monde et à 3 en Europe le nombre de morts dus à ce coronavirus. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a déclaré qu'il n'y avait pas de situation nouvelle au regard de l'épidémie. Toutes les tentatives ont échoué. Il n'y aura pas de repreneur pour l'usine Goodyear d'Amiens. La direction a affirmé que 3 fabricants de pneumatiques intéressés n'avaient finalement pas donné suite. 2 fonds d'investissement sans expérience dans le secteur ont été eux écartés faute de garantie. Une nouvelle qui devrait condamner l'usine à la fermeture. 1173 emplois sont menacés. Tandis que chez Spanghero, l'entreprise au cœur du scandale de la viande de cheval, la menace est confirmée. 240 emplois vont être supprimés.
L'administrateur judiciaire a toutefois accordé une semaine supplémentaire pour laisser leur chance à 2 projets de reprise d'une partie de l'activité. Oui à la cigarette électronique, mais avec des garde-fous. Un groupe d'experts a présenté un rapport aujourd'hui au ministère de la Santé. 28 recommandations provisoires, parmi lesquelles figure l'interdiction de la vente de la e-cigarette aux mineurs, ainsi que son bannissement de tous les lieux publics. Un principe de précaution qui vise notamment à éviter que la cigarette électronique ne devienne une porte d'entrée dans le tabagisme chez les jeunes. C'est un produit qui est infiniment moins dangereux que la cigarette, mais qui a quand même une petite toxicité. Donc pour un fumeur, de passer de la vraie cigarette à la cigarette électronique, c'est une diminution importante du risque pour la santé. En revanche, pour un non-fumeur de se mettre à prendre ce produit, c'est un risque de toxicité, un risque d'addiction. Alors qu'hier, l'Union européenne décidait de lever l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens, les réactions se sont multipliées aujourd'hui. Les États-Unis, qui refusent de leur livrer des armes, ont toutefois approuvé cette décision. La Russie, de son côté, l'a critiquée et a confirmé les livraisons prévues de missiles au régime syrien, provoquant la réaction immédiate d'Israël qui a averti qu'elle réagirait si cela se produisait, au risque d'une régionalisation du conflit. Pour les premiers intéressés, la décision de l'Union européenne est insuffisante. Nous craignons que cela n'arrive un peu trop tard, surtout du fait que la mise en œuvre est retardée à août, et parce qu'il n'y a pas de décision claire pour les membres de l'Union européenne. La cigarette électronique, il en est aussi question dans le dessin de Plantu pour Le Monde. Hésitation d'un côté, prise de position beaucoup plus tranchée de l'autre. Plantu fait le parallèle entre une France prête à interdire tout de go la non dangereuse cigarette électronique dans les lieux publics, quand l'Europe, elle, s'interroge au sujet de la levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens, pourtant victimes des armes chimiques. Insupportable, inacceptable. C'est en ces termes que les dirigeants européens qualifient les chiffres records atteints par le chômage des jeunes dans leurs pays respectifs. 55% des jeunes sont sans emploi en Espagne et en Grèce, 30% en Italie, 20% en France. Les politiques sonnent la mobilisation générale. Paris et Berlin lancent une offensive commune baptisée de manière ambitieuse New Deal européen. Des promesses, mais pour quels résultats? On en parle avec nos invités ce soir. Gérard Larcher, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sénateur UMP des Yvelines, ancien président du Sénat et vous avez été également ministre du Travail. Avec nous également Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice de l'IFRAP. L'IFRAP, c'est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci aux éditions Albin Michel, 60 milliards d'économies, oui, mais tous les ans. Avec nous également Claude Jeanneret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur socialiste du Doubs et rapporteur du texte. Vous l'avez été sur la sécurisation de l'emploi. Merci d'être avec nous. L'économiste Pierre Larouturou nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur avec Michel Rocard de ce livre « La gauche n'a plus le droit à l'erreur » aux éditions Flammarion. Alors, messieurs, madame, de François Hollande en France à Enrico Letta en Italie, en passant par Mariano Rajoy en Espagne et d'autres, tous sonnent la mobilisation générale contre le chômage des jeunes. Gérard Larcher, est-ce qu'il y a une prise de conscience collective soudaine des dégâts sur la jeunesse en Europe ? Je crois que cette prise de conscience, elle existait, car depuis longtemps, et moi-même je l'ai dit, avoir un taux de chômage des jeunes dans un certain nombre de pays de l'Union européenne qui soit toujours avec un coefficient multiplicateur de 2,5 par rapport au taux de moyen de chômage national, eh bien, ça pose un certain nombre de questions. Et nous avons vu les pays, et j'ai pu mesurer à un moment où j'avais été comme ministre en charge du travail, était voir en Allemagne ce qui se mettait en place, plan Hartz. Il y avait un différentiel à cette époque, chômage des jeunes en France et en Allemagne. Et je rappelle que le chômage en Allemagne était de 11 points, de 5,7. Aujourd'hui, il est 16,2 entre l'Allemagne et la France. Il faut donc se poser un certain nombre de questions. Et j'allais dire, quel que soit le choix politique, il y a une vraie urgence de société. Parce que penser qu'en Espagne, on est à plus de 50% de jeunes hors du monde du travail, c'est vraiment insupportable quand on a construit l'Union européenne autour d'un certain nombre de valeurs. Et ça m'apparaît être le sujet majeur. L'Europe, ça ne peut pas être qu'une monnaie, qu'un espace économique. Ça doit être aussi un espace social et sociétal. Et les jeunes ne peuvent pas en être exclus. Alors Agnès Verdier-Molinier, le constat est clair. Les chiffres, les réalités en Europe sont devenues insupportables. Il faut agir avant le point de non-retour.
Oui, c'est sûr, mais c'est très préoccupant la situation actuelle dans laquelle l'Europe s'enferre, et spécialement, on pense à la France évidemment, tous autour de cette table. On ne peut qu'être vraiment très inquiet. Mais on voit qu'en Allemagne, Gérard Larcher vient de le rappeler, la situation n'est pas du tout la même. Le chômage des jeunes est autour de 8,5%, alors qu'en France, on est à 24%, à plus de 24%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire les réformes en Allemagne qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui. Il y a plusieurs pistes, mais d'abord, il y a une question autour de l'entrepreneuriat. Créer des entreprises, créer des emplois, combattre le chômage en général, mais aussi le chômage des jeunes, eh bien évidemment, ça passe par l'idée que tout le système français doit être tourné, la fiscalité, la dépense publique, vers l'idée qu'il faut créer massivement des entreprises. Et ça, je crois, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a tellement voulu protéger, on a tellement voulu dépenser, créer tellement un système avec des filets partout, dans le code du travail, dans les assurances sociales. L'État, les collectivités locales qu'on a tellement développées, et ben à la fin, on a oublié une chose. Essentiel pour vous. C'est que, bah oui, sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Alors on va parler des solutions, des mesures à prendre. Je voulais qu'on revienne aussi sur l'aspect social de ces jeunes. Pierre Larouturou, est-ce qu'on a déjà connu ça, ces chiffres? Il y a une phrase de l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt en mars 2013 qui dit ceci: des taux de chômage de 50% des jeunes comme en Grèce ou en Espagne. L'Europe n'a jamais connu ça, même durant la crise des années 30. Oui, je pense effectivement qu'on vit quelque chose de catastrophique. Déjà en France, il y a des quartiers où plus de la moitié des jeunes, en vérité, sont au chômage. Et après ça, en Espagne, il y a des millions de chômeurs et puis il y a aussi tous ceux qui renoncent à se former. L'autre jour, je voyais une jeune Espagnole qui disait à Madrid, il n'y a plus aucun fils d'ouvrier qui se forme, qui va à l'université. Ils pensent tous que l'université, c'est trop cher et que de toute façon, ils seront au chômage à la sortie. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui se casse quand dans une génération, les enfants d'ouvriers ne vont plus se former. Donc il est urgent d'agir. On peut faire plein de choses au niveau de chaque pays, mais c'est très bien si l'Europe dit qu'elle va en faire une priorité. Aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite pour lutter contre le chômage. Claude Genreau, il faut agir, tout le monde est d'accord. Quel est le risque, quel est le danger pour cette jeunesse? Vous avez dit tout à l'heure, inacceptable, intolérable. Angela Merkel, à juste titre, parlait, elle, de risques systémiques. Ça veut dire c'est toute une génération qui risque d'être sacrifiée, faute d'emploi, mais du coup aussi, faute d'avenir. Alors il faut regarder ces taux de chômage. Ils sont particulièrement élevés en France, ils sont particulièrement élevés, mes collègues l'ont dit, en Espagne, en Grèce, mais regardons également les taux d'emploi. C'est intéressant. En France, 30% sur les 15-25 ans des jeunes sont dans l'emploi. Ce taux est le double au Danemark, 60%. En Allemagne, 45%. À quoi cela tient-il? C'est le système de formation qui est en question, pour partie. Le système d'entrée sur le marché du travail, avec un dispositif, Madame l'a dit, d'accès à l'alternance qui est plus efficace en Allemagne, au Danemark et ailleurs. On doit ici s'interroger sur, naturellement, l'économie, parce que mon collègue ne manquera pas de dire que la vraie réponse, et il aura raison, elle vient de la croissance. Ah, la sainte croissance. Mais elle vient aussi de réformes de structures que sans doute nous n'avons pas su faire. Alors, je crois qu'il y a des pistes qui n'ont pas été évoquées. Alors, elles sont évoquées aujourd'hui au niveau européen entre les différents pays. On parle beaucoup d'apprentissage. Il faut bien se dire qu'en France, on a quasiment sacrifié l'apprentissage. On a considéré que c'était une voie de garage. Dedans, il y a environ 500 000 étudiants tous les ans, alors qu'en Allemagne, on est à bien plus d'1 million, 1,6 million, je crois. Donc 1,6 million, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands, ils vont être très opérationnels, mais ils vont être formés en entreprise. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est-à-dire un espèce de schisme entre l'éducation nationale et les entreprises. La difficulté qu'ils ont à travailler ensemble et qu'ont nos professeurs à reconnaître que oui, l'employabilité, l'idée de former des élèves pour qu'ensuite ils trouvent un emploi à la sortie, ben c'est quelque chose de fondamental. Et le nombre de débats que j'ai eu avec des professeurs qui m'ont dit ben nous, c'est pas l'employabilité qui nous intéresse, c'est la culture générale et on veut pas envoyer nos élèves dans des entreprises. Mais l'initiative aujourd'hui
aujourd'hui de François Hollande et Angela Merkel comprend ce volet d'apprentissage. Je crois qu'on a quand même évolué sur l'apprentissage en France, ça va mieux, même si on peut aller plus loin. Je crois qu'il ne faut pas opposer la culture générale et la formation au métier, et qu'en Allemagne, effectivement, mais que l'apprentissage est très bien pour avoir le pied à l'étrier, parce qu'on continue souvent dans l'entreprise où on a été apprenti, mais qu'on voit que 15 ans plus tard, les Allemands ont parfois du mal à changer de métier, tandis que nous, notre culture générale permet plus facilement de changer de métier. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Dernier point, en Allemagne, il y a aussi beaucoup moins de bébés, donc 20 ans plus tard, il y en a beaucoup moins qui arrivent sur le marché du travail. Donc si la France a un taux de chômage des jeunes plus important que l'Allemagne, c'est aussi parce qu'on a plus de jeunes. Et puis tout à l'heure, on est d'accord sur le constat. Le chômage est évidemment trop important. On l'a dit, insupportable, inacceptable. Mais les téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent se demander, Gérard Larcher, puisque vous êtes un politique, un responsable politique, à qui la faute? Est-ce que ce sont les dirigeants nationaux? Est-ce que ce sont les responsables à Bruxelles, les Van Rompuy, les Barroso, les Draghi et co? Je pense que la responsabilité, elle est collective et depuis longtemps. Vous savez, c'est Raymond Barre, le premier qui s'inquiète du décrochage scolaire. On est en 1979. Il y a un rapport signé par quelqu'un qui est sénateur aujourd'hui, qui s'appelle Jacques Legendre. 120 000, on ne les appelait pas décrocheurs, mais qui sortent du système sans formation. Aujourd'hui, ils sont 140 000. Entre-temps, on a massifié le lycée et on a achevé la réforme du collège. Et si on ne se pose pas la question de la formation initiale, de l'orientation, de la valorisation des métiers, sans opposer, j'allais dire formation générale et j'allais dire orientation professionnelle. Tout ça est compatible. Vous savez que Jean-Louis Borloo, on s'est trouvé dans le plan de cohésion sociale, on avait à l'époque 230 000 jeunes en alternance. Aujourd'hui, on est à 400 000 malgré la crise. On sait qu'il faut aller plus loin, mais il y a un sujet de valorisation des métiers qui est tout à fait essentiel. C'est vrai, la démographie allemande, elle est une réalité. Ça passe par quoi, mais pardonnez-moi, c'est pas la démographie qui explique qu'on soit passé en Allemagne 2005 de près de 16% de jeunes au chômage à aujourd'hui 8%. C'est parce que derrière tout ça, il y a eu une démarche qui n'est pas simplement la démarche de l'orientation, de l'alternance. Il y a un vrai sujet, je le dis d'autant plus que j'ai été le ministre au moment du CPE et tout le monde sait que je n'étais pas favorable au moment de l'arbitrage, je me suis incliné avec Jean-Louis Borloo. Il n'empêche que le problème de l'entrée dans le contrat de travail du jeune est une question qui est posée. Nous avons fait un système pour protéger les plus protégés. Et paradoxalement, notre système de protection, il exclut les jeunes. Et oui, et ça c'est un vrai sujet. Il y a une vraie réflexion à conduire avec les jeunes. Parce qu'on protège ceux qui sont dans l'emploi et par ailleurs, on ne permet pas d'avoir un petit coup de pouce. Par exemple, on ne parle pas du SMIC jeune. Et chaque fois qu'on évoque ce sujet, c'est un total tabou. Je me souviens de débats où finalement les gens venaient à la fin en disant c'est scandaleux de proposer ça, etc. Mais si leur enfant est au chômage et que demain on leur propose finalement un salaire un peu moins important, mais au moins qui permette de rentrer dans l'emploi, peut-être que c'est pas un tabou. Aux Pays-Bas, ils ont un taux de chômage des jeunes qui est beaucoup plus bas et ils ont un SMIC jeune. Claude Genrot, c'est un tabou ou pas? Vous acceptez cette proposition? La natalité supérieure à l'Allemagne. Je voudrais dire deux choses. Si vous permettez. Je voudrais nuancer ce qu'a dit madame sur l'apprentissage. Il ne faut pas non plus noircir le tableau dans notre pays. Depuis 20 ans, nous avons doublé le nombre de jeunes admis en apprentissage. Mais par contre, l'élément préoccupant, c'est que depuis 10 ans, lorsqu'on regarde l'évolution, on observe que la hausse, elle a profité essentiellement aux plus diplômés. Et donc, il faut recentrer l'apprentissage sur ses véritables bénéficiaires. Deuxièmement, je voudrais insister sur un point. Pourquoi ça marche bien en Allemagne? C'est parce que, d'abord, c'est aujourd'hui inscrit dans la culture de ce pays. Mais au-delà de cela, c'est adossé à un dialogue permanent entre les partenaires sociaux. Alors moi, je vais attirer votre attention sur un point, et c'est une piste d'avenir. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que j'ai été rapporteur d'un texte important pour l'avenir. Celui qui porte... Historique, a même dit le ministre du Travail. Je ne sais pas si vous partagez son enthousiasme. Je partage totalement ce point de vue. Car il trace, j'en suis convaincu, une méthode nouvelle pour l'avenir. Et en particulier, il a ouvert un droit très important. C'est un droit à la formation attaché à la personne. Ça veut donc dire que dans ce cadre-là, alors tout reste à faire naturellement, notamment à construire les modalités. Mais ça veut dire que par exemple, il faudra doter les jeunes, ils sont 150 000 à sortir du système scolaire sans formation, sans qualification. Eh bien, il faudra en quelque sorte inventer un droit à la formation initiale différé à mettre en place dans ce cadre-là
pour permettre à ces jeunes d'accéder à la formation. La formation, ça reste le meilleur passeport vers l'emploi. C'est un élément central. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé du modèle allemand, hein, c'est bien cela. Les réformes de Gerhard Schröder ou réformes Hartz, comme vous l'avez dit Gérard Larcher, on va en voir quelques mesures. C'était la simplification des procédures d'embauche, l'incitation aux formations professionnelles, la réduction des indemnités chômage pour ceux qui refusent des propositions d'emploi, le développement, on s'en souvient, de mini-jobs, payés 450 € par mois, oui c'est bien, mais il y a un lourd coût social. On l'oublie, Pierre Larouturou. Il y a 30% des salariés allemands qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Donc, et du coup, même Angela Merkel dit qu'il faut créer un salaire minimum, ce qu'elle ne fait pas, mais elle le dit. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le candidat socialiste à la chancellerie dit que s'il gagne, il prendra un ministre du Travail qui était hostile aux réformes de Schröder. Donc je crois qu'il faut en même temps, en Allemagne, il y a des choses très bien. La politique du logement, la politique de formation, la politique industrielle, il y a des choses, la décentralisation, il y a la péréquation entre territoires, il y a des choses très bien. Mais Hartz IV, en gros, c'est quand la France avait dit non pour une union politique, la France avait pas très bien réagi sur la question du temps de travail, et Schröder s'est dit comment est-ce qu'on fait pour répartir les gains de productivité, et ils ont choisi la plus mauvaise façon de faire, c'est on impose aux chômeurs des petits boulots. Quelqu'un qui est au chômage, pardon, excusez-moi, c'est la réalité, non, il y a 30%. Pierre, je crois qu'il ne faut pas caricaturer non plus. 10% des salariés allemands gagnent 260 € par mois. 260 € par mois. Vous préférez, et c'est ça le souci, quelqu'un qui va être au RSA ou au chômage plutôt que quelqu'un qui va avoir un travail moins bien rémunéré. Mais attention, on vous écoute, on a l'impression qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. Quand vous regardez les lois Hartz, il y a aussi des aides sociales en plus. Vous ne les mentionnez jamais. Vous les cherchez. Qui sont versées. Non mais si, qui sont versées en plus. Et attention, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a d'abord beaucoup d'étudiants qui ont justement des mini-jobs, mais c'est en plus de leurs études, ou alors de retraités, de jeunes retraités qui ont des mini-jobs. L'Allemagne est retombée en récession, moins 0,7 au quatrième trimestre. Pardon, la réalité c'est... Mais nous sommes au premier trimestre. Messieurs, madame, vous me permettrez, madame, d'ajouter un point aussi pour nuancer parfois la béatitude qu'on peut avoir à l'égard de l'Allemagne. Quand on parle de la réussite du système en alternance, et on parle d'un taux de chômage des jeunes de 8%, certes, le système y est pour quelque chose, mais l'Allemagne aussi, et je ne dis pas ça pour nuancer ses mérites, mais l'Allemagne bénéficie d'un bénéfice démographique actuellement, de ce point de vue-là, aussi très très sensible. Ah, mais très sensible. On trouve des raisons. Oui, dites-le. Claude Jeanneret, la semaine dernière, le président de la République française à Leipzig, à l'occasion du 150e anniversaire du SPD, a trouvé toutes les vertus au plan Hartz. Ça a été dans son discours. Pardonnez-moi, je m'étais rendu à l'époque du plan Hartz. Souvenez-vous l'Allemagne, pays malade de l'Europe. Volkswagen s'apprêtait à déposer son bilan dans la décennie 90. 94. Eh oui, et si les décisions prises d'abord par Gerhard Schröder, puis par la coalition CDU, CSU, SPD, puis poursuivie par Angela Merkel, avaient aussi peu de vertu, naturellement, le sujet des bas salaires, c'est aussi l'héritage de l'unification allemande. Il faudrait aussi le rappeler. Non, pardon. Eh oui. Moi, ça s'est développé depuis 2004. Pardon, c'est aussi le résultat de conserver des contrats, de conserver un certain nombre de contrats, qui d'ailleurs nous posent un problème de discrimination de concurrence, notamment dans le secteur agroalimentaire. Notre journaliste, Claude Jeanneret le sait bien. Je vais vous laisser la parole. Il n'est pas très loin des frontières, il connaît ça. On a parlé des mesures, on a parlé des réformes. Parlons aussi concrètement de ces jeunes. Notre journaliste Paul Bouffard a rencontré, vous allez le voir, Anaïs. Anaïs, alors elle a 25 ans. Elle est titulaire d'un diplôme d'une école de commerce et d'un master de Sciences Po. Elle a aussi de nombreux stages à son actif. La jeune femme est au chômage depuis 8 mois. Sans ressources, elle est revenue vivre chez ses parents dans un petit village de la Marne, une surdiplômée en recherche d'emploi. Regardez, c'est un reportage qui est signé Paul Bouffard. C'est l'histoire d'une génération perdue, celle d'Anaïs, 25 ans. On dit d'elle qu'elle est surdiplômée. Malgré son bac+5, elle est au chômage. Voilà, moi par exemple, donc j'ai fait un double diplôme franco-allemand à l'école de commerce de Reims. Reims Management School, et ensuite j'ai fait un Master 2 à Sciences Po Strasbourg en politique européenne. Et malgré tout ça, et malgré aussi 2 ans de stage, j'éprouve des difficultés à trouver un emploi actuellement. Un cursus franco-allemand, la jeune femme est ouverte sur l'Europe. Malgré des stages à répétition dans de grandes institutions et une centaine de candidatures, depuis septembre, elle est sans emploi. Faites-nous confiance, moi j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que même quand on n'a pas le profil qui correspond exactement au poste, mais mon Dieu, on sait s'adapter, on sait réfléchir.
Là, j'écris un mail en fait où j'ai pas eu de réponse encore, donc je viens demander, je viens un peu aux nouvelles. Rien sur sa boîte mail. Et quand on parle à la jeune femme de Pôle emploi, elle n'en voit pas l'utilité. Selon elle, un bac+5 n'y est pas prioritaire. Moi, je me suis pas inscrite à Pôle emploi. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'habite à côté d'une vraiment une petite ville. Je pense pas qu'ils auraient vraiment pu faire beaucoup de choses pour moi. Quand on voit le chômage qui explose en France, je pense que chaque conseiller gère des centaines de dossiers. Donc, c'est très difficile, je pense, d'entretenir déjà une relation un peu individuelle pour le travail avec un conseiller. Après 5 années d'indépendance, Anaïs est revenue habiter chez ses parents. Études coûteuses, loyer trop cher, coût de la vie en hausse, il n'y a pas 36 solutions. Du coup, cet été, faute de travail, elle va redevenir stagiaire. Moi, je me dis, à défaut de rien, pourquoi pas? Parce qu'on a quand même... Je pense aussi travailler intellectuellement, c'est aussi nécessaire. Quand on a fait des études, un stage se permet aussi de rester dans les rails, je pense. Dans sa galère, Anaïs espérait pouvoir se réfugier un temps vers les petits boulots. Elle se voyait serveuse ou hôtesse de caisse. Mais à 100 km de Reims, dans cette zone rurale martyrisée par le chômage, les diplômes ne font pas tout. Clairement, il n'y a pas les opportunités et on ne nous donne pas trop notre chance. C'est-à-dire que les entreprises sont aussi très frileuses envers les jeunes diplômés. Je pense qu'elles cherchent un peu toutes le gendre idéal ou la belle-fille idéale, et, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, nous, on doit vraiment ramer pour montrer qu'on est capable, pour montrer qu'on a envie. On ne nous donne pas trop le crédit de confiance. Vu la situation, Anaïs est prête à tout, et même à quitter l'Hexagone pour offrir son dynamisme à l'étranger. Voilà, elle est prête à tout, Anaïs, même à partir. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui promettre à cette jeune femme dans son combat? Alors, peut-être d'abord un constat. On peut comprendre évidemment la déception et l'amertume de cette jeune fille qui a investi dans des études. Il est dit à un moment donné, le diplôme ne fait pas tout. Mais en même temps, n'en tirons pas l'instruction inverse. Il n'est pas pareil du point de vue du chômage d'avoir des diplômes ou de ne pas en avoir. Autrement dit, on observe aujourd'hui que ceux qui ont un niveau d'études supérieures, à 80%, trouvent une insertion. Elle fait partie des 20%. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Elle nous regarde. Alors, concrètement, quelle promesse concrète pour elle? Je pense qu'il y a un moyen, c'est qu'elle ne doit pas sous-estimée, c'est l'accompagnement qu'elle doit pouvoir trouver auprès des structures, Pôle emploi. Mais attendez, non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Elle a dit elle-même que c'était inutile de s'inscrire. Donc, elle nous l'a dit, elle ne veut pas s'inscrire à Pôle emploi parce qu'il y a énormément de... Non, mais de toute façon, on est dans un pays où tous les mois, il y a 30 000 chômeurs en plus et 80 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'ils tombent en fin de droit, ils tombent dans la pauvreté. Tous les mois, il y a 100 000 personnes, 100 000 qui tombent. Donc quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, on n'est pas en train de dire que, pardon, on peut finir une idée. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive, même si elle est parfaitement qualifiée, elle a une formation béton, elle a fait 2 ans de stage, donc ça veut dire qu'elle est souple, elle accepte plein de boulot, elle est très concrète. Et malgré ça, quelqu'un qui est super qualifié, super souple, super efficace dans le stage, ne trouve pas de boulot parce qu'on est dans une pénurie tous les mois. Il y a 100 000 en moins. Donc la question est à voir, pardon, comment est-ce qu'on relance l'activité? Comment est-ce que tout ça, on le sait déjà, Pierre, je suis désolée. Comment est-ce qu'on sort de l'austérité? Mais non, comment est-ce qu'on évite l'austérité? Comment on relance l'activité et comment on partage mieux le travail? Et comment on relance l'activité? Eh bien, c'est par l'entreprise, par la création d'entreprises, et pas en disant, comme on l'a fait depuis plus d'1 an, partez à tous ceux qui sont les investisseurs de la France, à tous ceux qui ont les moyens de financer les jeunes boîtes, d'Anaïs, de tous ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise. Mais on leur a dit de partir en leur disant, on fait la taxe à 75%, on va taxer le capital comme le travail. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Assise de l'entrepreneuriat à l'Élysée, retour en arrière. Pourquoi? Parce que c'était une idée idéologique, vouloir taxer le capital comme le travail. Ça empêche justement de créer les emplois des jeunes. Ces jeunes, l'âge moyen dans les start-up, dans la nouvelle économie. Mais bien sûr, mais je les applaudis aussi. Mais attendez, d'où vient l'emploi? L'emploi, il vient des start-up, il vient des TPE, il vient des PME, de celles qui se créent tous les jours. Si elles ne se créent pas, c'est parce qu'on a... totalement exact. Ça suffit pas. Moi, je suis devenu ministre du Travail en 2004 avec un fonds de réflexe. J'avais été pour le partage du travail. Pierre Laroutourou le sait, je fais partie de ceux. Et je me suis aperçu que si on ne créait pas réellement des emplois dans l'entreprise, pardonnez-moi, on ne résolvait pas la question du chômage. Et d'ailleurs, 2006-2007 ont été la démonstration, même le chômage des jeunes a baissé. Mais le vrai sujet face à ces jeunes, c'est pas de nous étriper, c'est d'essayer quoi? De se dire que pour la première fois, l'Europe
j'allais dire, à le réflexe jeune Elle se emploi, ce réveille. que j'appelle jeune emploi attitude. Alors c'est pas avec 6 milliards que, j'allais dire, on va résoudre le problème. Pas plus qu'avec 16 milliards de fonds structurels. Il en faut, notamment en direction des petites et moyennes entreprises et de la création. Ce qu'il faut, je crois, c'est que tous on se pose la question, comment nous permettons à des jeunes d'entrer, j'allais dire, dans l'emploi? Quelle formation on leur donne? Et que ça ne se chiffre pas uniquement en milliards, mais dans une attitude où nous sortons parfois de comment dire, des préconçus que nous avons sur le sujet. Il faut que nous acceptions de casser nos modèles anciens. Or, nos modèles anciens, c'est une mauvaise orientation des jeunes, une mauvaise appréhension des métiers qui peuvent demain offrir des perspectives à ces jeunes, et un accompagnement de ces jeunes. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'ouvrir l'agenda social sur la question de l'emploi des jeunes. Je rappelle que les partenaires sociaux en avril 2011 avaient commencé à l'ouvrir d'eux-mêmes. Naturellement, c'est une responsabilité qui appartient dans la discussion entre l'État et les partenaires sociaux. Il faut qu'en France, ça devienne la première préoccupation. Oui. S'il vous plaît, ne sous-estimons pas l'importance de l'accompagnement. Les 6 milliards dont parlait Gérard Larcher vont servir notamment de fonds bloqués pour le moment, à mettre en place, je veux y venir, ce qui est appelé une garantie pour la jeunesse. C'est quoi? C'est l'engagement pris de proposer à tout jeune qui sort de l'école ou qui entre dans le chômage, dans les 4 mois, soit une offre d'emploi, soit une offre de formation. Mais ce n'est pas négligeable, parce que ça veut dire offrir une véritable offre de formation avec un parcours qui conduit à la qualification. C'est la croissance revenue, s'assurer que le jeune pourra retrouver la croissance. le marché du travail. La croissance, elle revient que par l'entreprise, la création d'entreprise et la création d'emplois. Mais oui, mais est-ce qu'on peut partager la parole? Est-ce qu'on peut partager aussi la parole? Partageons-la. Allez, Pierre Larocchio. Sur la question de la formation, il y a l'essentiel. Le problème fondamental, c'est les 120 000 jeunes qui sortent en situation d'échec. Et hélas, les premières années de la vie sont fondamentales et on ne fait rien là-dessus. En France, il y a 10% des enfants qui arrivent en situation d'échec en 6e. Au Danemark, il y a 4 fois moins d'échecs scolaires. Donc, est-ce qu'on se donne les moyens de mettre le paquet, de réfléchir au rôle des parents, d'un service public de la petite enfance, mais est-ce qu'on se donne les moyens d'investir vraiment dans l'intelligence? C'est pas au collège, c'est pas au lycée, c'est pas après. Ceux qui arrivent avec, qui sont bien en amont. Mais on ne le fait pas. Il y a 4 fois trop d'échecs scolaires en France par rapport au Danemark. Par contre, sur la formation, on voit bien cette jeune femme qui est parfaitement formée. Désolé, monsieur Larcher, mais on voit bien que cette jeune femme est au chômage, dans la galère totale. Elle retourne chez ses parents alors qu'elle est parfaitement formée et théoriquement et pratiquement. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais voilà, donc comment créer des emplois? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Je crois qu'il y a un problème, c'est que tout le monde dit, bah oui, on est pour créer des entreprises, créer des emplois, etc. Mais on ne fait rien pour. Les conditions, c'est quoi? C'est une fiscalité favorable. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en France? On a des niches fiscales pour investir dans les dom-toms, investir dans les monuments historiques. On a des œuvres d'art qui ne sont pas taxées à l'ISF. Et on a des actions encore dans les entreprises, des investissements qui sont toujours taxés à l'impôt sur la fortune, alors que les œuvres d'art ne le sont pas. Nos vraies œuvres d'art, c'est quoi? Ce sont nos entreprises. Pourquoi continuer à taxer à cet impôt? C'est un hymne à l'entreprise. Mais parce que on ne résoudra jamais le problème du chômage avec du blabla, de la formation, à la fin de notre débat, l'emploi, etc. On le résoudra. Je voudrais avant tout vous proposer un dernier tour, s'il vous plaît. Allez, un dernier tour de table. Gérard Larcher, écoutez-moi s'il vous plaît, un dernier tour de table, peut-être une note positive pour conclure ce débat. Est-ce que selon vous, les dirigeants européens ont suffisamment pris conscience de la gravité de la situation? Est-ce qu'il peut y avoir surtout un avenir, un mieux? Oui, bien sûr, il y a des solutions. Oui. Ben, quand je vois Rajoy en Espagne se dire que ça n'est plus supportable, en faire la priorité de sa préoccupation politique. Je vois que c'est la même chose en Italie. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça devienne un projet de toute l'Europe, qu'il ne soit pas un clivage entre une Europe du Nord, qui est plutôt en train de réussir, et une Europe du Sud qui est en grande difficulté. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de décision structurelle. Or, je le sais, sans création de richesse, il n'y a pas de création d'emploi. Et qui crée la richesse, c'est l'entreprise. Il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau français. Pour la question de la politique du logement, il y a 34 milliards qui sont dans le fonds de réserve des retraites. Au lieu de les mettre sur les marchés financiers, on peut les mettre sur la politique du logement. Un mot pour la suite, l'avenir. Une seule solution, faire revenir tous les investisseurs qui sont partis de France avec leurs milliards, tous ceux qui peuvent investir dans les start-up, dans les nouvelles entreprises. Et les gens comme Anaïs n'auront plus de problème. La conclusion positive, c'est de dire l'Europe nous apporte une contribution utile
et au service d'un avenir, parce que cette formation des jeunes, Et on il faut suivra. la mettre Merci en œuvre tout de beaucoup suite. d'avoir été nos invités. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée. Demain, vous avez rendez-vous à 22 h avec Delphine Gérard. Moi, je vous retrouverai avec plaisir jeudi soir. Belle soirée donc. Il se présente en partenaire exigeant, de plus en plus exigeant d'ailleurs, du Parti Socialiste, Jean-Vincent Placé, le patron des sénateurs écologistes et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc pour ce rendez-vous de Public Sénat avec Dailymotion et avec l'agence France Presse représentée ce soir par Catel Prigent, Europe Écologie Les Verts, avec ou plutôt malgré ces deux ministres réclament donc un changement de cap, Jean-Vincent Placé, avec une grande première. Ce mardi, vos élus à l'Assemblée nationale votent comme un seul homme, et pour la première fois, donc contre la loi sur l'enseignement supérieur. Est-ce le franchissement de la ligne blanche que d'aucuns jugent inévitable? Quel est le sens de la question? Est-ce que là, vous avez franchi une ligne blanche? On a déjà vu des votes divisés contre le gouvernement de la part des écologistes, mais là, alors, tous unis, hein, contre le gouvernement. Oui, c'est pas une question de ligne blanche ou de ligne rouge ou jaune, c'est que manifestement, le texte n'est pas encore arrivé au Sénat, donc je ne vais pas encore préjuger, bien sûr, de notre avis, nous les sénateurs écologistes. Hein. On y travaillera lorsque le texte sera dans la navette, mais manifestement, j'ai pu en discuter avec Isabelle Attard, qui était la chef de file de nos députés à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et elle était extrêmement mécontente, ainsi que d'ailleurs l'ensemble du groupe, par rapport aux assises de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu. Elle considère qu'il y a un très fort recul par rapport à la démocratie dans les structures universitaires et de recherche, aussi un manque de lisibilité des actions des uns et des autres, une superposition justement de ces structures. Il y a pour elle, pour le groupe à l'Assemblée nationale, une absence de prise en compte des réalités de précarité ou des dimensions sociales, tout à la fois pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs. Enfin, donc, ils sont très critiques et les collègues, y voient, y compris une vision néolibérale d'accompagnement de la vision de la recherche, très tournée vers la valorisation économique. La recherche fondamentale est préservée, elle le dit, c'est au cœur même de l'université de sa réforme. Oui, le terme déjà recherche fondamentale préservée est assez défensif. Et donc la forte critique qui prévalait à l'Assemblée nationale cet après-midi lors de l'intervention d'Isabelle Attard, députée du Calvados et chef de file sur le sujet, était justement cette vision donc néolibérale, valorisation économique excessive. Et donc les termes étaient très dense, oui, assez intense, je parlais de réquisitoire très sévère. Et c'est vrai que vous avoir écouté. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'un autre sort est possible au Sénat pour ce projet de loi de Geneviève Fiorasso? Il faudrait que Geneviève Fiorasso fasse davantage attention d'ailleurs à la parole des écologistes qu'à l'Assemblée nationale, parce que pour avoir eu les échanges directement avec Barbara Pompili, la coprésidente du groupe, et Isabelle Attard, manifestement la prise en compte des préoccupations des écologistes a été très faible. Et de façon générale, d'ailleurs, d'autres parlementaires à l'Assemblée nationale indiquaient que l'exécutif, d'une part, s'était un peu pressé, d'autre part, ne remettait pas en cause ce qui était mis en place par notamment Mme Pécresse sous Sarkozy. Et donc, je le dis et je le répète, cette dimension qui est moins tournée vers les sciences humaines et la recherche fondamentale et plus vers ce souci de la valorisation économique qui manifestement est l'impératif principal de ce gouvernement. Je vous parlais de ligne blanche ou de ligne rouge, Jean-Vincent Placé. Je vous repose la question différemment. Est-ce que c'est une rupture avec le pacte majoritaire? Non, vous savez, alors moi je répète toujours à toutes celles et tous ceux qui s'interrogent sur ce que c'est qu'un parlementaire de la majorité. Un parlementaire de la majorité, c'est quelqu'un qui soutient les engagements du président de la République et les orientations du président de la République, mais les engagements qu'il a pris.
pas les engagements qu'il se prend lui-même en cours de mandat. Donc on l'a dit sur différents sujets comme le traité européen qui n'a pas été renégocié, le crédit d'impôt. Du gouvernement, non, parce que mais pas cette action-là lorsqu'elle ne correspond pas à ce qui sont les fondamentaux de la gauche et des écologistes, de ce qui a été dit pendant la campagne électorale. Là, on voit aujourd'hui que, d'ailleurs, ce n'est pas une question de gouvernement, que le lobby patronal est très très fort dans les décisions du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les technocrates dans les cabinets et la volonté politique, l'audace, l'enthousiasme qui serait probablement nécessaire, une vision globale des sujets au niveau stratégique est très peu présente. Donc, bien évidemment qu'il y a aujourd'hui une contestation, pas seulement d'ailleurs des écologistes, mais j'entends le Parti socialiste sur plein de sujets. Hein. Vous savez, on me dit les écologistes, vous n'êtes pas contents. Le Parti socialiste, par la voix d'Ariam Désir, dit très souvent sur le droit de vote des étrangers, sur le non-cumul des mandats maintenant, sur la PMA, ils avaient même proposé un référendum sur la transparence dans la vie publique. Eh bien, on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement écoute beaucoup le leader du Parti socialiste. De la même manière, les groupes parlementaires aujourd'hui sont peu écoutés. On assiste à une centralisation, parfois d'ailleurs un peu confuse du pouvoir, avec, je le répète, les lobbies patronaux qui sont à l'action, Bercy qui est très présent, et puis tout cela se fonde dans les cabinets aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon qu'à Bercy, et voilà la politique qui est menée au bout d'un an dans notre pays, et c'est vraiment aussi un débat de la Ve République qu'il faut absolument remettre en cause. Rôle du Parlement quand même très affaibli, rôle des partis politiques plutôt méprisé, peu d'écoute manifestement des Françaises et des Français. Quand je vois les sondages, je me dis quand même que les Françaises et les Français, on les écoute pas beaucoup. Donc je crois qu'effectivement, ce que nous disions ce week-end unanimement derrière Pascal Durand, notre secrétaire national, nous voulons un changement de cap économique, social, environnemental. Alors on va y revenir plus avant au cours de cette émission, Jean-Vincent Placé, mais au Sénat par exemple, là vous vous déclarez, vous de votre côté, totalement opposé à la loi de décentralisation, dont le premier volet arrive pour un examen jeudi. Là, oui, c'est les mêmes critiques que vous formulez. Écoutez, c'est pareil, c'est le même sujet par rapport aux engagements. Le président de la République avait fait un grand discours à Dijon extrêmement intéressant sur la nécessité d'un acte 3 de la décentralisation, d'une lisibilité, d'une clarté, d'une densité, d'une cohérence dans les, compétences et attributions. Effectivement, Maryse Lebranchu, d'ailleurs je tiens à saluer son travail et son abnégation dans une situation pas facile. On a lancé une dynamique de concertation et puis ensuite tout le monde est passé, l'ARF, l'Association des régions de France, l'ADF, les départements, l'Association des maires des grandes villes, des petites, des moyennes, les montagnards, les littorales, enfin bon, tout le monde a débarqué. On est arrivé à un texte extrêmement lourd, illisible. Et donc ensuite on l'a saucissonné en 3, donc il est devenu moins lourd mais tout aussi illisible. Et là pour le coup personne ne voit les mesures, c'est-à-dire qu'il fallait courageusement supprimer un échelon, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que y compris le département. Bien sûr, le vent de l'histoire, ce sont les régions, ce sont les intercommunalités, que ce soit des métropoles ou des pays en rural, et évidemment qu'il fallait faire l'effort politique radical de supprimer un échelon. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on supprime rien? On rajoute encore une mini-métropole et cela sans aucune démocratie, sans aucun vote, et on va installer des structures. Ça fait le bonheur des élus, oui, mais localement. Je crois que quand même les gens en ont un peu marre parce que lorsqu'on va leur dire vous avez le département du Rhône, vous avez la région Rhône-Alpes, vous avez la mairie de Lyon, vous avez la communauté urbaine et tout ça en plus on va vous rajouter la métropole, là les gens vont plus rien comprendre et je vous parle pas des syndicats mixtes, des structures Intel ou bidule ou machin. Là, ça devient un peu n'importe quoi, même si, je tiens à le dire, probablement que l'exemple lyonnais est peut-être le moins mauvais des exemples de ce qui a pu être présenté, parce que ce qui est à Paris est croupion, et ce qui est à Marseille est reporté et assez résiduel. Allez, je cherche vos motifs de satisfaction. Qu'on peut parler du mariage gay, dont le premier sera célébré ce mercredi à Montpellier. Au grand motif de satisfaction. Comment est-ce que vous jugez la mobilisation des opposants? On l'a vu dimanche, je ne parle pas des casseurs, mais des gens qui ont défilé. Et ils sont toujours aussi nombreux. Est-ce que vous craignez un éclatement de la société quand on touche à la famille, par exemple? Arrêtons cette histoire. Moi, je suis d'une famille plutôt tradie, de Normandie. Tout le monde est marié, globalement. Et ce sont plutôt, d'ailleurs, dans la famille des gens de droite modérés. Eh bien, personne ne crie de plus de cris d'orfraie sur le mariage gay. Le mariage gay, ça apporte aux uns quelque chose
chose d'important, c'est-à-dire de pouvoir officialiser un amour, une vision commune de l'avenir, un engagement. Ça n'enlève rien à personne. Et vraiment, c'est quand même beaucoup de cris pour pas grand-chose. Et moi, j'espère que la manifestation de dimanche, bon, voilà, c'est la dernière, on a compris. Voilà. Bon, mais néanmoins, il faut appliquer la loi de la République, votée par les deux assemblées. Est-ce que ça doit conduire à une certaine prudence dans la suite des réformes de société? Mais non, ce serait à mon avis d'ailleurs une erreur politique. Ce serait déjà pas bien par rapport à la nécessité de réformer la société, parce que la gauche, vous savez, c'est pas le conservatisme ni le repli, c'est la réforme, c'est évoluer avec la société, parfois même anticiper pour montrer à la société des valeurs qui sont celles de la justice, de la solidarité, de la tolérance, de l'humanisme, du respect des autres. Et je crois que c'est essentiel que la gauche continue sa politique réformatrice. La procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, il faut le faire. J'y suis très favorable. Et sur le fond, dans la loi famille, comme cela a été promis par le Premier ministre après la consultation, après l'avis du Comité national d'éthique. Et je pense aussi à un autre sujet qui avait été mis dans le débat public par le Président de la République lui-même, c'est le droit de mourir dans la dignité. Il y a eu un rapport avec le professeur Sicard. Je crois qu'il faut aller au-delà de la loi Leonetti. On en parle plus trop, hein. Oui, c'est pour ça que moi je vous en parle, parce que justement, ce serait une erreur, je vous l'ai dit, sur le fond, et y compris sur le plan politique, parce que je le dis au Président de la République et à ceux qui nous gouvernent, eh bien, la gauche se mobilise sur le mariage pour tous. On voit aujourd'hui quand même une défiance, voire une méfiance de la gauche par rapport à la politique économique qui est menée. Et aujourd'hui, il y a quand même une vraie mobilisation unanime, enthousiaste, volontariste de l'ensemble de la gauche et des écologistes autour de ce type de réforme. Le mariage pour tous, qui est une grande fierté pour nous. Et j'invite à ce qu'on réfléchisse tout à la fois aux réformes de société, on vient d'en citer quelques-unes, le droit de mourir à dignité, la PMA, et je dis aussi que nous devons aller vers les réformes institutionnelles. La réforme territoriale, il n'est peut-être pas trop tard pour l'améliorer et y aller radicalement avec justement la suppression notamment d'un échelon, nous avons parlé du Conseil général, et puis une autre réforme institutionnelle qui aille vers la 6e République, qui aille vers le non-cumul des mandats et qui aille vers la proportionnelle, et que nous ayons cette possibilité aujourd'hui de réformer profondément les institutions françaises, et on n'y va pas, et ça je pense que c'est une erreur, y compris en termes d'animation de la majorité parlementaire et de la gauche rassemblée. Il y a un autre sujet de société, c'est le cannabis. Jean-Vincent Placé, avec la consommation en France qui reste la plus élevée en Europe, selon l'Observatoire français des drogues, qui est donc très pessimiste. Je suis très content que vous le preniez sous cet angle-là, parce que vous savez que c'est interdit chez nous, et nous sommes donc d'un pays où on consomme le plus. Donc ça démontre que la prohibition est un échec absolu. Eh bien, il faut légaliser. Nous portons cela depuis longtemps. Nous prétendons d'ailleurs avec Daniel Vaillant, qui lui-même, pour organiser un système public de la vente de cannabis, qui aurait donc ainsi une transparence totale, un contrôle par les organisations sanitaires, ce qui fait qu'on pourrait suivre celles et ceux qui fument excessivement, et tout cela ferait qu'à la fin, eh bien, nous obtiendrons un bon résultat, c'est-à-dire la réduction de la consommation. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui avec beaucoup d'idées reçues, où on se dit, mais ce serait trop compliqué d'expliquer ça aux Françaises et aux Français. C'est pas vrai. Moi, je crois que les Françaises et les Français sont capables d'entendre ce message-là. Et là encore, nous sommes trop... Vous êtes très en décalage avec le gouvernement. Non, mais vous savez, la proposition que je viens de vous faire, c'est celle de Daniel Vaillant. Je sais que François Rebsamen, par exemple, était pour alléger la pénalisation. Et en vérité... C'est pas la ligne officielle. Oui, mais enfin, parce que la ligne officielle, elle est quand même très frileuse. Et au final, on a tort, parce qu'en plus, je vais vous dire d'un mot un peu taquin pour conclure ce propos. On est tellement bas aujourd'hui dans les sondages, on devrait faire au moins des réformes. Parce qu'aujourd'hui, on ne réforme pas et en plus, on est impopulaire. Eh bien, faisons des réformes. On sera peut-être toujours impopulaire, mais au moins, nous aurons le mérite de faire des réformes. C'est une opportunité pour vous, les mauvais sondages de François Hollande. Vous avez vu que ça s'est stabilisé, hein? Oui, il remonte un peu. Heureusement, on ne peut pas descendre au-delà du fond. Avant de revenir sur les écologistes au gouvernement, j'ai une question sur Bernard Tapie, puisqu'on a appris que son avocat et un juge arbitre, le juriste Pierre Estou, ont été placés en garde à vue. Alors, est-on sur la piste, selon vous, d'un conflit d'intérêts qui remettrait en cause cet arbitrage et le chèque de l'État de 400 millions d'euros à l'homme d'affaires? Écoutez, moi je suis ni arbitre ni juge, mais j'avais cru comprendre très offensif sur le sujet. J'avais cru comprendre, mais nous aussi, nous sommes. Alors, si c'était le cas, mais moi je ne sais pas.
je laisse la justice faire son travail. Moi, je suis pour son indépendance. Je suis aussi pour le secret d'instruction, donc on voit quand même qu'il est assez modeste. Et vous constaterez, et ça c'est un des grands satisfecits que j'accorde au président de la République, François Hollande, c'est l'indépendance de la magistrature est absolue. Et là, vous voyez, d'ailleurs, on ne sait pas. Parce que vous auriez interrogé un responsable de l'UMP dans le quinquennat précédent, lui, il aurait su, parce qu'il aurait su qu'on serait intervenu ou pas aux frais des magistrats. Ce n'est pas notre cas. Allez, Catel Prigent, donc de l'AFP, va nous rejoindre pour aborder ces relations tumultueuses. On en a eu la preuve déjà entre les écologistes et le gouvernement. Une insatisfaction plus grande encore que sur les questions de société qu'on a abordées et qui pose bien sûr la question de la place, de la présence durable de vos deux ministres. Faustine Saint-Geniès. Le ton se durcit chez les écologistes. Samedi, lors d'un conseil fédéral, le parti a réclamé un changement de cap au gouvernement pour prendre davantage en compte les propositions des écologistes sur la croissance, l'emploi, l'énergie. Et pour cause, les Verts s'indignent de ne pas être écoutés. Une motion de synthèse approuvée par les deux ministres présents, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Des désaccords, oui, mais pour Pascal Durand, pas question pour autant de quitter le gouvernement. En vertu de quel principe on devrait être plus efficace quand on est dans les tribunes en train de regarder le match ou quand on est sur le terrain en train de le jouer? Oui, nous sommes au gouvernement, oui, nous en sommes partie